Bonjour à tous. Si, je pense que tu peux y aller. Je me présente, Alice Rustic, chargée d'études économiques au Centre études et data du groupe Alpha. Et Victor Delepierre, consultant au sein du cabinet Secafi. Bienvenue à tous pour ce webinaire NAO 2024. Alors, ce webinaire va se diviser en 3 parties. Dans une première partie, on vous parlera du contexte macroéconomique. Donc, on vous parlera de la notion d'inflation, de pouvoir d'achat, de tassement des bas salaires, de difficultés de recrutement, d'aide publique et de réduction d'impôts qui donnent des marges de manœuvre financières aux entreprises pour augmenter les salaires. Ensuite, dans une deuxième partie, on vous exposera des techniques assez pratiques de négociation. Donc, il y aura des rappels juridiques, des exemples concrets d'aide à la négociation, vraiment pour être au plus proche d'aide, pour qu'on puisse vous aider vraiment en pratique lors de vos négociations salariales. Et enfin, dans une troisième partie, on vous montrera en quoi l'apport de ces CAFI peut vraiment être un atout lors de vos négociations salariales. Si vous avez des questions, il y a une petite partie qui s'appelle questions et réponses dédiée pour vos questions et on a classé les questions en thématiques. Donc, si vous avez par exemple des questions sur le pouvoir d'achat et l'inflation, vous pouvez les rentrer directement dans le bloc dédié à cette fin. Et on répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. C'est le petit pavé qui, pour la plupart d'entre vous, va s'appeler Q&R, juste à côté de conversation, ou Q&A si vous avez une version anglaise de Teams. Alors, donc on peut commencer par la première partie. Donc, cette première partie traite du contexte macroéconomique. Donc, pour nous, c'est un contexte macroéconomique qui est particulier, qui est complexe, et il est vraiment important de pouvoir le maîtriser. Donc, l'objectif de cette première partie, ça va être de vous donner des clés, de vous outiller pour que vous puissiez maîtriser les différents indicateurs donc d'inflation, les différentes mesures, les différentes méthodes de calcul du pouvoir d'achat, des salaires réels, etc., pour que vous puissiez construire un discours face à votre direction qui soit alternatif, apporter une vision différente d'éventuellement du discours de votre direction et vraiment que vous maîtrisiez très bien ce contexte macroéconomique. On va commencer par l'inflation. Alors, l'inflation, c'est une thématique très importante qui rentre souvent en jeu dans les négociations salariales. Donc, la première chose à savoir sur l'inflation, c'est qu'en 2022 et en 2023, l'inflation a battu des records historiques. Donc, en 2022, l'inflation s'est établie à 5,22% et en 2023, 4,9%. Ça faisait 40 ans en France qu'on n'avait pas vu ce niveau d'inflation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'historique et c'est important de l'avoir en tête que c'est voilà, c'est vraiment exceptionnel, que ça soit en France, en zone euro ou aux États-Unis également. Comment s'explique cette inflation? Donc l'inflation, elle s'explique plutôt par des facteurs exogènes, c'est-à-dire extérieurs, qui ne sont pas en lien avec le fonctionnement interne de l'économie. Donc là, on en a mis 3 en avant, mais ce ne sont pas des facteurs exhaustifs. Le premier facteur, ce sont les politiques de stop and go qui ont suivi les confinements et les déconfinements pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'après les confinements, les ménages ont eu envie d'acheter des biens, de l'alimentation, etc. Donc la demande a explosé. Face à cette demande qui a explosé, l'offre a eu du mal à redémarrer et à répondre à cette demande parce qu'effectivement, ça prend du temps de redémarrer une entreprise. Il faut aller voir les fournisseurs, les salariés, etc. Donc, il y a eu un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a fait exploser les prix. En plus de ça, il y a eu des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Il y a eu une hausse du coût des transports maritimes. Il y a eu des délais de livraison qui ont explosé. Donc, toute cette désorganisation techno-industrielle a induit une forte hausse des prix, plutôt sur les prix transport, biens manufacturés, matières premières et énergie. Il y a également eu la guerre en Ukraine, donc, qui a mobilisé 2 pays qui à la base étaient très exportateurs, donc pour l'Ukraine de céréales et pour la Russie d'énergie. Donc ce conflit a causé des ruptures d'approvisionnement et donc a également alimenté cette hausse des prix, mais plutôt pour l'énergie et les matières premières. Enfin, il y a également eu des logiques de spéculation donc sur les produits énergétiques et sur les produits agricoles qui ont également alimenté cette hausse des prix qu'on a pu subir à partir de 2022-2023. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, l'inflation, elle s'est diffusée
à tout le reste des produits en France et en Europe. Donc à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation, elle était vraiment localisée sur les matières premières et l'énergie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises, elles ont répercuté la hausse de leurs coûts énergétiques et des matières premières sur le coût de leurs produits finis et de leurs services. Donc ainsi, on a assisté à un accroissement de la base inflationniste, c'est-à-dire du nombre de produits pour lesquels le prix a fortement augmenté. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'inflation, elle a atteint 6%, 5% en 2022-2023. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une bosse de l'inflation vraiment très importante. Et donc, il y a eu une diffusion de cette inflation. Alors, si on essaie de se concentrer un peu plus sur la période récente, on voit, là, vous voyez les derniers points, c'est décembre 2023, on est à 3,7% d'inflation. Donc, effectivement, l'inflation a diminué. Donc là, on va faire un petit point pédagogique pour vous expliquer en fait, la différence entre inflation, désinflation et déflation. C'est vraiment des éléments de langage qu'il est important de maîtriser lors de vos négociations salariales parce que il peut vraiment y avoir des choses importantes qui se jouent justement sur ces termes. Donc l'inflation, c'est la hausse des prix. La déflation, c'est la diminution des prix, donc la baisse des prix. Et la désinflation, c'est la diminution de la croissance des prix. Là, à l'heure actuelle, on est en situation de désinflation. C'est-à-dire que les prix continuent à augmenter, mais ils augmentent juste moins vite. Donc, si votre direction vous dit il y a une inflation qui diminue, ça veut dire que les prix diminuent, c'est faux. Les prix continuent à augmenter, le niveau des prix continue à augmenter, mais juste la vitesse d'augmentation est moins élevée. Donc, c'est exactement ce qui se passe là en décembre-novembre 2023. Ensuite, deuxième point, pédagogique, il y a plusieurs façons de calculer l'inflation. Peut-être que votre direction va utiliser le calcul de l'inflation en glissement annuel. Donc là, en fait, on a représenté l'inflation en glissement annuel, c'est-à-dire qu'on regarde le niveau d'inflation, par exemple, sur le mois de décembre, et décembre 2023, et on le compare au niveau d'inflation sur le mois de décembre 2022. Donc c'est un glissement sur un an, et on compare juste 2 mois. Donc c'est une des méthodes de calcul, mais en fait, ça ne dit rien de l'inflation réalisée sur toute la période entre ces 2 mois. La deuxième méthode de calcul, c'est calculer une inflation moyenne sur l'année 2023. Et comme on l'a vu au début, l'inflation moyenne sur l'année 2023, elle est au 5%. Donc si votre entreprise dit que l'inflation actuellement était à 3,7%, c'est vrai sur le mois de décembre 2023 par rapport au mois de décembre 2022. Mais si on veut essayer de réfléchir à l'inflation qu'on a subie sur toute l'année, que les ménages ont subi sur toute l'année, il vaut mieux prendre une méthode de calcul en moyenne annuelle et avancer le chiffre de 5%. Voilà, donc ça, c'était des petits points vraiment pratiques pour vos négociations. Ensuite, donc on a parlé des éléments explicatifs de l'inflation. Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la hausse des profits des entreprises dans certains secteurs. Donc là, vous voyez sur le graphique de gauche, on a représenté le taux de marge des entreprises par secteur entre mi-2023 et la moyenne pré-pandémie, donc 2017, 2018, 2019. On voit qu'il y a certains secteurs qui ont vu leur taux de marge fortement augmenter. Donc on a l'énergie, l'eau, déchets, les industries agroalimentaires et les transports. Donc, par exemple, l'énergie a eu un taux de marge qui a augmenté de 18 points en 4-5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces secteurs ont profité de l'inflation pour augmenter leurs prix et augmenter leurs marges. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le phénomène de greedflation. Et en France et en Europe, c'est plutôt la boucle prix-profit. C'est-à-dire que l'inflation va être alimentée non pas par des facteurs extérieurs comme on a vu au début, mais par la hausse des profits de certaines entreprises dans certains secteurs. Donc tout ça, c'est aussi important de l'avoir en tête et ça relance aussi le débat sur le partage de la valeur autour de ce regain d'inflation. Qui bénéficie ou pas des gains liés à l'inflation? Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que ce sont les entreprises? Donc c'est aussi des questions que vous pouvez poser lors de vos négociations. Ensuite, ce qu'on a fait sur cette diapositive, c'est qu'on a décomposé l'inflation. Donc, on a dit tout à l'heure que l'inflation en 2022 et 2023 était autour de 5%, mais derrière ce 5%, il y a des disparités qui sont énormes entre les différents postes de dépenses. Donc, vous voyez, par exemple, on a fait une base 100 à partir de juin 2020 jusqu'en octobre 2023, et on a regardé l'évolution du niveau des prix de l'énergie, du niveau des prix de l'alimentation, des biens et des services. Donc, on voit que sur 3 ans, l'inflation totale a augmenté de 14%, mais l'énergie a augmenté de 51%. L'alimentation et les boissons a augmenté de 20%, 15%. Donc c'est aussi important d'avoir en tête que ce 5%, ce n'est pas un chiffre définitif. Derrière ça, il y a des postes de dépenses, et c'est notamment des dépenses contraintes
qui ont vu leur prix fortement augmenter. Et pourquoi c'est important de pointer le fait qu'il s'agit de dépenses contraintes? Parce qu'en fait, à cause de ça, l'inflation ne va pas toucher de la même manière les ménages selon leur niveau de revenu. Donc là, pour vous expliquer rapidement ce graphique, on a représenté les dépenses de tous les ménages en France selon leur niveau de revenu. Donc, par exemple, le premier histogramme représente les dépenses du premier décile de revenu, c'est-à-dire les 10% des ménages les plus précaires en France. Et de l'autre côté, on a le 10e décile, donc c'est les 10% des ménages les plus riches de France. Donc, on a en bleu les dépenses d'alimentation, donc on a viande, pain, fruits, etc. En rouge, les dépenses liées au loyer, au gaz, à l'électricité. Et en vert, les dépenses liées aux véhicules, donc le carburant, l'assurance, etc. Donc, si on regarde les dépenses du premier décile, on voit qu'on a près de 75% de ces dépenses qui sont des dépenses dites contraintes, alimentation, énergie ou transport. Au contraire, si on regarde la structure des dépenses du 10e décile, ces dépenses contraintes, donc qui sont incompressibles, représentent à peine 20% de ces dépenses totales. Sachant que le reste de ces dépenses, ce sont les loisirs, l'épargne, les biens manufacturés, les services qui ne sont pas des dépenses contraintes. Donc, comme l'inflation a touché particulièrement les dépenses contraintes, alors on peut dire que les ménages qui sont le plus particulièrement touchés par l'inflation, c'est les ménages les moins riches de France, d'où l'intérêt de demander des revalorisations salariales pour les bas salaires ou alors des talons qui permettent vraiment de protéger les bas salaires de l'inflation. Enfin, dernière diapositive sur le sujet de l'inflation. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a des prévisions d'inflation pour l'année 2024 qui sont sorties récemment par la Banque de France, qui prévoient une inflation de 2,6% en 2024. Donc c'est un niveau assez faible, qui est légitime et qui s'explique par des faits, par exemple par la fin des négociations commerciales là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui s'est soldée par un niveau d'augmentation des prix alimentaires plus faibles que 2022-2023, mais on reste quand même sur des augmentations. Donc on passe de 10% de hausse des produits alimentaires à 2-3%. Donc c'est pour ça que la Banque de France prévoit une inflation plus faible. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est des facteurs beaucoup plus structurels, beaucoup plus de long terme, qui peuvent au contraire tirer les prix à la hausse à court, moyen et long terme. On va vous en citer 4. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ça peut être intéressant de les avoir en tête, pareil, pour contrer un discours de la direction qui dirait, voilà, dans un an, l'inflation va vraiment se calmer, donc les salaires doivent être bas. Donc le premier facteur, c'est le fait que les prix énergétiques vont rester élevés à moyen et long terme. Il faut vraiment s'attendre à vivre dans un monde où l'énergie coûte cher. Pourquoi? Parce que selon l'Agence internationale de l'énergie, les ressources fossiles vont arriver à épuisement dans 50 à 100 ans. Donc par exemple le charbon, le pétrole, le gaz. Donc tout ça, ça va faire que l'offre va être beaucoup plus limitée, beaucoup plus contrainte pour une demande qui va rester en hausse, voire stable. Donc tout ça, ça va induire un déséquilibre entre l'offre et la demande et donc ça va tirer les prix à la hausse. Deuxième argument, il y a une diminution des investissements dans ces industries fossiles. Il y a également des ententes entre les pays de l'OPEP. Donc tout ça, ça peut induire une hausse des prix dans le futur. Et enfin, on peut s'attendre aussi à une hausse structurelle des coûts de l'électricité. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, la France et l'Europe ont décidé de se passer du gaz russe et donc on choisit des alternatives plus onéreuses. Donc tout ça, ça va vraiment tirer les prix du gaz à la hausse et il en est de même pour le nucléaire. Il y a également des tensions sur les terres rares, etc. Donc l'électricité va coûter plus cher et d'autant plus que le bouclier tarifaire en février 2024 va diminuer, donc les prix vont augmenter pour tous les ménages. Ensuite, deuxième argument, c'est l'argument de la transition verte qui risque d'être inflationniste. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, en France et en Europe, il y a des investissements massifs qui vont être réalisés dans la rénovation énergétique, dans l'électrification des usages, etc. Tout ça, ça va augmenter la demande pour des matériaux, pour d'autres éléments qui vont faire qu'encore une fois, on va avoir un déséquilibre entre l'offre qui va rester limitée et la demande qui va exploser avec ces investissements massifs. Donc, on peut s'attendre à une hausse des prix, notamment des matières premières. On a également des politiques de relocalisation, donc des relocalisations stratégiques sur certaines industries qui vont mettre fin aux politiques de dumping social qui permettaient de baisser les prix. Donc là, on va encore avoir des augmentations avec ces relocalisations. Et enfin, les politiques de taxation du carbone vont être de plus en plus importantes. Donc, ça va également entraîner une inflation qu'on peut qualifier d'inflation verte.
Troisième argument, selon le GIEC, les événements climatiques extrêmes, donc tout ce qui est sécheresse, inondation, vont se multiplier dans les années à venir. Et ces événements climatiques peuvent avoir des effets assez importants sur les matières premières agricoles. Si par exemple il y a des sécheresses, des inondations dans des champs proches, par exemple aussi des centrales nucléaires, ça peut avoir des effets sur le prix de l'énergie. Donc tous ces chocs climatiques sont de nature à être inflationnistes. Et également, il y a des tensions géopolitiques qui sont très fortes en ce moment dans le monde. Donc, on peut citer l'Ukraine, on peut citer aussi toutes les tensions en mer Noire actuellement, qui peuvent avoir des effets sur le prix du transport maritime et donc, in fine, sur le prix des marchandises d'une manière générale. Enfin, quatrième argument, depuis les années 70, en France et en Europe, il y a une diminution des gains de productivité du travail qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs et peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et depuis 2019, cette productivité du travail en France, elle diminue. Donc face à ce constat, qui est plutôt un constat sur le marché du travail, il y a plusieurs secteurs et plusieurs entreprises qui essaient de compenser la diminution de la productivité du travail par la hausse de leurs prix pour essayer de maintenir leurs marges. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur la greedflation. Et donc, si on fait l'hypothèse que la productivité du travail dans le futur, elle reste assez faible ou elle continue à diminuer, on peut encore avoir ce phénomène d'augmentation des prix pour compenser les marges qui fait et qui entretient également la hausse des prix. Voilà, donc ça, c'était, comme je vous disais, des facteurs plutôt structurants à avoir en tête et qui permettent aussi de contrebalancer ce que la direction vous avance. Merci, Alice. On va voir à partir de maintenant quelques éléments sur les salaires et on va les comparer bien sûr à l'inflation pour voir ce que ça a donné en perte de pouvoir d'achat et notamment depuis 3 ans avec l'accélération forte de l'inflation. Vous avez ici deux éléments qui permettent de comparer l'évolution des salaires de base en France. Alors là, on a pris le secteur privé, c'est les données les plus fiables, et l'indice des prix à la consommation. Donc sur le graphique de gauche, vous avez la courbe bleue qui représente l'évolution des prix, c'est l'indice des prix à la consommation, et les points jaunes, c'est en glissement la croissance des salaires de base. Évidemment, quand les points jaunes sont au-dessus de la courbe bleue, ça veut dire que les salaires augmentent plus vite que les prix et que de manière générale, et c'est le cas en fait depuis 20 ans, hein, les 23 ans qui sont représentés sur ce graphique, de manière générale, les salaires ont toujours augmenté plus vite que les prix et donc on a sur longue période un gain de pouvoir d'achat. À l'exception de certaines périodes ponctuelles de crise, on représente ici, on les voit bien, le pic de 2008, le pic de 2012 et un autre pic en 2018. Et bien sûr, depuis 3 ans, vous avez une inflation très forte, donc un indice des prix à la consommation qui augmente très vite. C'est le pic de la courbe bleue que vous avez à droite du graphique. Et on voit que les prix augmentent beaucoup plus vite que les salaires. Ce qui est important de noter, et ce que vous pouvez réutiliser aussi dans vos échanges avec les directions et dans le cadre des NAO, c'est que quand on regarde en cumul, donc sur le graphique de droite, vous partez d'un indice 100 en septembre 2020 et on voit l'écart qui se creuse entre les augmentations des prix et l'augmentation des salaires. Donc là, sur 3 ans, une augmentation de l'indice des prix de 13,2%, une augmentation des salaires de manière générale de 10%. Et tout ça nous permet de dire que depuis septembre 2020, on a une perte moyenne de 3,2 points de pouvoir d'achat pour les salariés du privé en France. C'est historique, hein, sur longue période comme ça, il faut remonter extrêmement loin pour retrouver des données équivalentes. Et c'est ce qui fait que les entreprises ont de manière générale accepté des augmentations de salaire. On le voit ici, hein, depuis fin 2021, début 2022, on voit des niveaux d'augmentation des salaires qui sont supérieurs à l'historique sur 20 ans, mais on a quand même un écart qui s'est creusé entre l'évolution des prix et l'évolution des salaires qui génère une perte de pouvoir d'achat historique. Ça, évidemment, c'est un point extrêmement important à retenir et à réutiliser dans vos négociations. Ce graphique-là reprend l'évolution des salaires corrigée de l'inflation. C'est un mix des deux courbes en fait, que vous aviez sur la page précédente. Et ici, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le salaire réel, c'est-à-dire le salaire nominal auquel on enlève l'inflation. Quand vous êtes au-dessus de la courbe, donc au-dessus de zéro, ça veut dire qu'il y a un gain de pouvoir d'achat. Quand vous êtes en dessous de la courbe, vous avez une perte de pouvoir d'achat. Quand ces pertes de pouvoir d'achat sont ponctuelles, on reprend ici les quelques
les quelques exemples qu'on a donnés tout à l'heure, avec les pics d'augmentation des prix en 2003, en 2008, en 2012 et en 2018, globalement, on a un pouvoir d'achat qui diminue ponctuellement. Là où ça devient, et qui est en général rattrapé dans les semestres qui suivent. Là, ce qui est extrêmement important de noter, c'est qu'on est sur des pertes de pouvoir d'achat qui sont prolongées, 3 ans, donc ça ampute de manière significative le pouvoir d'achat des salariés, et toutes les CSP sont concernées, puisque le graphique ici présente l'évolution pour les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, et l'ensemble des CSP est concerné par cette baisse de salaire réel, avec évidemment un impact plus marqué en pourcentage de revenus pour les cadres et professions intermédiaires qui ont des niveaux de revenus supérieurs, mais pour lesquels les augmentations de salaire sont plus faibles en pourcentage. Et donc là, sur la courbe, on a l'impression que l'impact est plus fort pour eux. Évidemment, en niveau, ça fera le lien avec la dépense contrainte qu'évoquait Alice tout à l'heure. L'inflation touche moins ces catégories-là, dont la part de dépenses contraintes est plus faible dans le revenu, évidemment. On va maintenant regarder un autre phénomène qui s'est accéléré depuis 3 ans, effectivement, c'est le tassement des salaires. C'est évidemment un sujet que vous connaissez bien. Si certains d'entre vous font partie des négociations dans les branches ou même dans les entreprises, vous connaissez ce phénomène et il est important de le regarder parce qu'à la fois dans les négociations de branches et dans les entreprises, il faut parfois avoir des actions de NAO ciblées pour compenser ces éléments-là. Le premier graphique que vous avez ici, il représente la proportion de salariés payés au SMIC en France, dans le salariat privé. Et on voit qu'elle a explosé depuis 2010. On est passé de 9% à 17,3%, avec une accélération très forte depuis 2020, 2021 et 2022. Évidemment, vous le savez, le SMIC est le seul salaire qui est indexé sur l'inflation. Donc depuis 3 ans, il a augmenté à 8 reprises et progressé d'environ 13% pour se situer aujourd'hui à 1 766 € brut mensuels. Ces revalorisations du SMIC, qui sont indexées sur l'inflation, elles ne sont pas systématiquement suivies par des renégociations au sein des branches qui permettent d'augmenter les minima dans les branches. Ou parfois, quand c'est suivi de négociations au sein des branches, les augmentations de salaire qui sont données ne sont pas suffisantes pour compenser la hausse du SMIC. Tout ça fait que, en octobre 2023, ça a peut-être un peu évolué depuis, mais c'était la dernière donnée disponible, 38 branches en France avaient au moins un coefficient sous la barre du SMIC. Évidemment, quand un salarié est à un coefficient inférieur au SMIC, les entreprises corrigent son salaire pour le mettre au niveau du SMIC, et tout ça a un impact évidemment très important, c'est que de plus en plus de salariés se retrouvent au SMIC, d'où les 17,3% que vous avez sur le graphique du dessus, mais même les coefficients supérieurs se retrouvent tassés, et donc de plus en plus proches du SMIC, et évidemment, ça génère des incohérences dans la progression de carrière des salariés, ou voire dans les niveaux d'embauche de certains salariés, une inadéquation entre leurs compétences et leur rémunération, et ça devient des problèmes RH pour les entreprises extrêmement difficiles à traiter dans la durée. Un autre élément pour illustrer le tassement des salaires, on a une croissance du SMIC qui rattrape celle des salaires moyens. Vous avez sur le graphique de gauche en rouge l'évolution des salaires dans le secteur privé, les salaires moyens, et en noir l'évolution du SMIC. On voit que depuis de nombreuses années, l'évolution du SMIC était inférieure à l'évolution des salaires moyens. Ça s'est rattrapé dans les derniers mois. Et en fait, on a du coup un effet de tassement encore plus fort. Vous avez sur la droite, sur le graphique de droite, l'évolution des salaires de manière générale. Donc, pour chaque catégorie professionnelle, les ouvriers, les employés, l'ensemble du salariat pris en compte dans le graphique, les professions intermédiaires et les cadres. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avec des augmentations pour les catégories avec les revenus les plus forts, qui sont effectivement plus faibles en pourcentage. Et vous avez tout à gauche le SMIC et l'inflation à 12,4%. Donc évidemment, les salaires les plus bas, donc les SMIC rattrapent les niveaux du dessus, et on a un tassement général de la population salariée en France aux coefficients les plus bas autour du SMIC. Ça, c'est évidemment un problème. Et ça pousse évidemment les syndicats à réclamer des évolutions de salaire importantes
pour les coefficients les plus faibles, mais les coefficients au-dessus du SMIC qui doivent aussi bénéficier d'augmentations proches de celles du SMIC pour redonner de la cohérence à la répartition des salaires, aux grilles de salaire au sein des entreprises et à l'adéquation entre compétences, travail et rémunération. Un dernier point, avant de redonner la parole à Alice. On a depuis au moins 2 ans des difficultés de recrutement accrues qui sont liées à plusieurs éléments. Vous avez la hausse des salaires à l'embauche, évidemment, mais aussi la baisse du chômage en France qui a redonné, entre guillemets, un peu de pouvoir aux salariés et qui, dans beaucoup d'entreprises, a généré des augmentations de salaire à l'embauche assez fortes pour pouvoir être compétitif en termes de recrutement. Et alors, on essaie de le représenter ici avec la part des entreprises qui indiquent, donc c'est du déclaratif, avoir des difficultés de recrutement. Vous avez en jaune l'industrie manufacturière, en bleu les services, et on voit que par rapport à la période 2010-2011, où on avait moins d'un quart des entreprises qui déclaraient avoir des difficultés de recrutement, dans la période récente, on a connu un pic très fort en 2021, 22, 23, avec plus de la moitié des entreprises qui ont énormément de difficultés à recruter, et même 40% des entreprises qui déclarent avoir des difficultés à retenir et à fidéliser leurs salariés. Évidemment, ça se rejoint avec le recrutement, parce que hausse des salaires un peu plus forte que d'habitude et baisse du chômage. On le redit ici, les difficultés de recrutement, elles sont liées aussi, alors pas que à des éléments salariaux, il y a l'inadéquation des compétences, ça c'est plutôt le sujet de la formation initiale, le sujet des bassins d'emploi, avec des taux de chômage qui sont parfois très faibles et des pénuries de compétences dans certains domaines, l'intensité des embauches simultanées, évidemment quand toutes les entreprises veulent recruter en même temps, ça génère des difficultés, mais la DARES rappelle que dans ces enquêtes, c'est surtout l'insuffisance des salaires et les mauvaises conditions de travail qui expliquent ces difficultés de recrutement. Donc tout ça, ça participe d'un rapport de force. Évidemment, les entreprises le savent et elles-mêmes, elles subissent des hausses de salaire, entre guillemets, contraintes, en dehors des NAO, qui sont les hausses de salaire à l'embauche. Ça participe aussi de l'augmentation des salaires qu'on observe depuis quelques années. Mais c'est aussi des éléments à utiliser pour vous dans les NAO, évidemment, pour redonner de l'attractivité à certains métiers au sein des entreprises, et notamment les métiers clés sur lesquels elles ont le plus de difficultés à recruter. Merci Victor. Alors, dans cette partie, on va parler des aides publiques et des réductions d'impôts dont ont bénéficié la plupart des entreprises depuis plusieurs années et des marges de manœuvre que ces aides publiques et réductions d'impôts permettent pour les entreprises pour augmenter les salaires. Alors, sur le graphique de droite, on a représenté, enfin c'est un graphique qui nous provient de l'OFCE, on a représenté le taux de prélèvement obligatoire des ménages en bleu et le taux de prélèvement obligatoire des entreprises en rouge. Comme vous pouvez le voir, à partir des années 2010, le taux de prélèvement, donc c'est le taux de taxation en fait, des ménages a fortement augmenté, alors que celui des entreprises a plutôt diminué. Donc effectivement, il y a une politique qui a été mise en place depuis plusieurs dizaines d'années de réduction des impôts pour les entreprises. Donc on peut citer par exemple la baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous avez le graphique à gauche qui montre que l'impôt sur les sociétés était à 33% en 2017 et à 25% en 2022-2023. Donc il y a eu ça, il y a eu le CICE, il y a eu la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations patronales. Il y a eu plus récemment la baisse des impôts de production avec la CVAE qui va être progressive jusqu'en 2027. Donc tout ça, c'est aussi des éléments à avoir en tête et ça peut être des éléments à questionner dans votre entreprise. Comment ces baisses d'impôts ont été utilisées, à quoi elles ont servi? Est-ce qu'elles ont servi à l'emploi, à l'investissement, à rémunérer les actionnaires ou autre chose? Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a plusieurs études qui ont montré que l'efficacité de ces baisses d'impôts, elle était plutôt contestée, notamment sur l'effet sur l'emploi, les salaires et l'investissement. En fait, il y a plusieurs études qui ont montré que ces baisses d'impôts ont plutôt bénéficié aux marges et aux dividendes. Donc, par exemple, il y a France Stratégie, l'Institut des politiques publiques, la Cour des comptes, l'Institut Montaigne. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer ces études et en parler beaucoup plus en détail après le webinaire. En plus des réductions d'impôts, il y a aussi eu des aides publiques. Donc, les aides publiques, c'est tout ce qui est crédit d'impôt, donc CICE, CIR, crédit d'impôt pour la recherche, des exonérations de cotisations sociales, des subventions et aides à l'investissement. Donc là, vous voyez sur le graphique,
C'est depuis 1980 le montant total des aides publiques versées par l'État aux entreprises. Alors qu'on était autour de 20 milliards en 1990, 50 milliards début des années 2000, on est en 2021 à plus de 200 milliards d'aides versées aux entreprises. Et pareil, ça pose la question de l'utilisation de ces aides. Il y a eu également, pendant la crise sanitaire, tout ce qui est activité partielle, PGE, des aides pendant la crise énergétique. Donc, vous pouvez questionner dans votre entreprise l'utilisation de ces réductions d'impôts et de ces aides publiques. Enfin, dernier sujet sur cette partie, c'est le sujet du partage de la valeur. Donc, c'est un sujet central dans les négociations salariales. Vous pouvez essayer de regarder, peut-être avec les analyses de ces CAFI, comment la valeur ajoutée est partagée entre les différentes parties prenantes dans votre entreprise. Donc, tous les acteurs qui participent à la création de valeur, donc on a les salariés, l'État, les banques, l'entreprise elle-même et les actionnaires, comment ils récupèrent une part de la valeur qu'ils ont créée. Là, par exemple, on a représenté les dividendes distribués par les entreprises du CAC 40. On voit que depuis 2003, les montants distribués n'ont fait qu'augmenter, à part pendant la crise de 2008-2009, pour atteindre plus de 97 milliards d'euros distribués aux actionnaires. En même temps, on a des revenus des dirigeants qui explosent aussi. Donc, ça peut être aussi un élément à analyser et à mettre en avant lors de vos négociations salariales, toute la question autour du partage de la valeur ajoutée. Parce qu'on a partage de la valeur, l'argent qui va au salaire, mais partage du profit, c'est autre chose. C'est tout ce qui concerne l'intéressement, participation. Et là, on est sur des revenus qui sont non pérennes, ponctuels, potentiellement défiscalisables si on parle de la PPV. Donc, c'est vraiment deux éléments différents. Et en fait, vous pouvez axer vos revendications sur l'un ou l'autre et choisir des priorités aussi sur ces sujets. Merci Alice. Quelques points rapidement maintenant sur comment se déroulent des négociations. Alors, on va aller vite parce que beaucoup d'entre vous ont déjà de l'expérience. Mais globalement, dans une négociation salariale, une NAO, vous avez quelques règles qui sont fixées. Du côté de l'employeur, il y a une délégation. Aucune règle ne fixe de limite en termes de nombre de représentants. C'est libre à l'employeur d'envoyer en négociation qui il veut et le nombre de représentants qu'il souhaite. Du côté des organisations syndicales, vous avez des délégations, avec évidemment en général le délégué syndical ou le délégué syndical central en fonction de la structure de l'entreprise, et un ou deux élus autres rattachés à cette organisation syndicale, avec des délégations qui sont à parité évidemment entre organisations syndicales. L'initiative de la négociation se fait par l'employeur. C'est l'employeur qui doit initier les négociations annuelles obligatoires dans les 12 mois qui suivent les dernières négociations. C'est une obligation. Et le refus d'engager la NAO est un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Et il est évidemment prévu des sanctions pénales, civiles et financières pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette règle. Du côté des organisations syndicales, un point important, c'est qu'il faut définir sa stratégie. Alors, active ou passive, ça, je vous laisserai en prendre connaissance, mais surtout construire une équipe de négociation avec des rôles qui sont clairs. Un décisionnaire, en général, par mandat, par délégation, c'est le délégué syndical ou le délégué syndical central. Un ou plusieurs techniciens. Là, c'est l'importance d'arriver en négociation de manière préparée, avec des propositions dont on connaît l'impact chiffré et avec une capacité à calculer les propositions qui seront faites par l'employeur si l'employeur fait des propositions, et évidemment au sein de l'équipe de négociation, un partage des rôles avec des gens qui sont là pour écouter les interventions, observer les réactions de la direction et des autres organisations syndicales, pour ensuite alimenter la prise de décision en dehors de la réunion de négo ou pendant des suspensions de CERS. Les quelques moyens à mettre en œuvre pour négocier les NAO, évidemment, les temps qui sont passés en préparation et en négociation sont indemnisés. Alors, il y a des règles légales. Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, chaque section syndicale dispose pour préparer la négociation d'un crédit d'heure de 12 heures. Et dans les entreprises de 1000 salariés ou plus, ce crédit est de 18 heures. Les frais de déplacement des membres de la délégation sont remboursés par l'employeur. Ça, ce sont des socles minimaux. Dans les grandes entreprises, en général, on a des crédits d'heures qui peuvent être supérieurs. Mais pour ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises de cette taille-là, voilà les règles.
Et évidemment, il y a une liste d'informations à remettre par la direction aux membres des délégations et qui doivent couvrir l'ensemble des sujets de la négociation. Elles doivent aussi, c'est inscrit dans la loi, dans le droit du travail, être accessibles au sein de la BDES. Des informations sur les salaires moyens, sur l'emploi, sur la durée et l'organisation du travail, sur l'égalité professionnelle et sur les salariés handicapés. Évidemment, là aussi, vous pouvez construire des revendications au démarrage des négociations pour demander des éléments sur d'autres sujets, le partage de la valeur ajoutée, quelques éléments économiques sur la santé de l'entreprise, parce qu'évidemment, ça joue beaucoup sur les NAO. Et là, on reviendra tout à l'heure à l'apport de ces CAFI en la matière. Différentes sources d'informations sur lesquelles s'appuyer, je vais aller très vite. Les données sur l'environnement économique. Là, par exemple, la note que qu'Alice et moi avons présentée en début de webinaire, évidemment, elle vous sera envoyée et vous pouvez réutiliser ces éléments-là. C'est même un conseil qu'on vous donne. Les données sur votre entreprise et sur votre secteur d'activité. Là, pour ceux qui travaillent avec des experts comme le cabinet Secafi, vous pouvez évidemment reprendre les rapports qui vous ont été remis, les notes de secteur, les éléments sur la convention collective. Vous pouvez aussi demander à l'expert des informations spécifiques préalables à l'ouverture des NAO. Évidemment, tous les contacts et les actions que vous menez sur le terrain doivent vous servir aussi à alimenter les NAO. Et puis enfin, les informations que votre employeur va vous remettre, dont on a parlé sur la page précédente. Une autre étape importante, c'est de préparer sa négociation avec des jalons et des étapes clés. La première, c'est de définir les objectifs sur la base des différentes informations que vous avez collectées auprès des salariés, auprès de l'expert, auprès de votre employeur. Et à partir de là, vous définissez les objectifs. Est-ce que c'est revaloriser les bas salaires? Est-ce que c'est réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes ou entre votre entreprise et les entreprises concurrentes? Dans la deuxième étape, pour chacun de ces objectifs, définir une revendication claire. Quelle sera l'enveloppe d'augmentation? Est-ce qu'on demande un talon? Est-ce qu'on veut plutôt axer sur des augmentations générales ou sur des augmentations individuelles? Est-ce qu'on demande un 13e mois, une prime de partage de la valeur, etc. En troisième étape, construire pour chacune de ces revendications une cible, qui est votre cible idéale, et évidemment un plancher, en dessous duquel pour vous il est impensable de descendre, et un plafond qui est la proposition idéale, mais dont vous imaginez que l'entreprise ne va pas l'accepter. Il faut prévoir des arguments et des alternatives négociables, bien sûr, et enfin, chiffrer chacune de vos positions pour évaluer à la fois le bénéfice pour les salariés, mais aussi le coût pour l'entreprise. C'est important parce que ça mesure votre marge aussi de manœuvre et là où vous pouvez fixer votre plafond et votre cible. On vous a mis ici, je ne vais pas le détailler parce que ce serait trop long, mais le type d'outils que vous pouvez utiliser quand vous allez construire et préparer vos NAO. C'est une matrice dans laquelle vous allez retrouver les revendications sur la colonne de gauche, la priorité que vous accordez à chacune de ces revendications, le plafond, la cible et le plancher que vous vous êtes fixé, le coût que vous estimez de cette revendication pour l'entreprise, les arguments que vous pouvez mettre en avant, etc. Et en fait, ça vous permet d'arriver préparé en NAO avec une grille qui va être votre fil conducteur sur l'ensemble de la négociation. La cible étant évidemment un enjeu très important, mais le plancher aussi pour savoir là où est votre ligne rouge, en dessous de laquelle vous refuserez de descendre, et le plafond qui va constituer votre revendication initiale en général dans cette négociation. Donc ça, c'est un tableau. Vous pouvez le reprendre en effaçant ce qu'on a écrit dedans et en construisant au sein de vos équipes, de vos délégations pour les négociations, votre propre grille pour les négociations. Évidemment, pour ceux qui travaillent avec un expert, on peut vous aider à construire ces types de grilles. C'est même une part importante de notre mission. Justement, l'apport de ces CAFI et de ces expertises pour vous aider sur les NAO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces CAFI, vous avez plusieurs informations consultations obligatoires chaque année au sein des entreprises. La première, c'est celle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Il en existe également une sur la politique sociale de l'entreprise. Ça recouvre l'emploi, les conditions de travail, etc., y compris les rémunérations. Et une sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Au sein de ces 3 informations consultations, vous avez le droit, de demander une expertise, avec un délai de 2 mois entre l'information et la consultation, c'est-à-dire le moment où vous allez remettre un avis. Et c'est dans ce cadre-là que l'expert va intervenir et vous fournir des éléments, normalement au sein d'un rapport qui va vous être remis et présenté, et qui permet d'avoir un œil sur la situation économique, sur la politique sociale et sur la stratégie de l'entreprise, mais qui doit permettre aussi de préparer vos négociations. Donc en fonction des calendriers, vous allez pouvoir construire avec votre expert un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, lui préciser évidemment les échéances de négociation à venir, en particulier les NAO, et lui demander dans ce cadre-là de vous aider à préparer les NAO. Dans la performance économique de l'entreprise, évidemment, ça va vous aider à analyser la marge de manœuvre de l'entreprise pour alimenter l'enveloppe de NAO, que ce soit les augmentations de salaire, les primes ou tous les éléments périphériques du remboursement du transport, des tickets restaurants, etc. La politique de rémunération, elle va vous permettre de vérifier dans une période passée récente, 1, 2 ou 3 ans, l'application des NAO au sein de l'entreprise et voir comment la politique de rémunération s'applique, quelles catégories sont privilégiées, est-ce que les NAO sont respectés, comment on peut construire des revendications spécifiques de rattrapage pour les écarts de salaire entre femmes et hommes, comment on peut demander des politiques de rattrapage pour certains métiers clés qui ont été un peu oubliés dans l'application des négociations précédentes. Donc, tout ça, ça va vous donner une vision détaillée de ce qui s'est passé pour construire vos futures revendications. Et évidemment, Alice en parlait à l'instant, le partage de la valeur, le partage du profit, ça, c'est 2 éléments. Le partage de la valeur ajoutée entre les différentes parties prenantes, que ce soit les salariés, la direction, les actionnaires par la suite, l'État bien sûr, pour voir comment s'effectue ce partage de la valeur ajoutée et est-ce qu'à vos yeux, il est équilibré. Et le partage du profit, c'est évidemment la part du profit qui va être réinjectée au sein de l'entreprise pour qu'elle se consolide en termes de fonds propres, qu'elle puisse préparer l'avenir, investir. Ce qui va être redistribué aux salariés sous forme de participation, d'intéressement ou de prime de partage de la valeur, et ce qui va bien sûr être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Ça, c'est des éléments sur lesquels votre expert doit pouvoir vous fournir des éléments à votre demande, doit pouvoir vous fournir aussi une grille d'analyse et construire avec vous des éléments qui vont vous permettre d'évaluer vos marges de manœuvre dans la négociation. Si vous savez que dans la période récente, la distribution de dividendes s'est accélérée, vous pouvez demander à ce qu'il y ait un rééquilibrage. Si au contraire, les dividendes n'ont pas été versés depuis 5 ans parce que l'entreprise était plutôt en difficulté ou qu'elle avait besoin d'énormément réinvestir, vous allez un peu moins axer votre approche sur cet élément-là et plus construire une revendication basée sur les moyens de l'entreprise. Quelle performance elle a générée dans la dernière année, quel partage de la valeur ajoutée on observe au sein de l'entreprise et comment on peut rééquilibrer ce partage de la valeur en faveur des salariés. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on va essayer de garder du temps et un peu de place pour les questions. Quelques éléments de synthèse sur tout ce qu'on vient d'être dit, Alice. Oui. Alors là, c'est une slide, oui, un peu synthèse sur plutôt la première partie sur la macroéconomie. Donc, les idées vraiment à retenir, c'est que le niveau des prix persiste à un niveau très élevé, qu'il n'y a pas de diminution des prix, mais qu'on est encore sur une hausse, mais qui est moins rapide qu'en 2022 et 2023, que les prix alimentaires ont fortement augmenté, les prix énergétiques aussi, donc c'est important de décomposer l'inflation. Ensuite, deuxième idée, il y a une perte de pouvoir d'achat qui est historique pour les salariés du secteur privé, autour de 3 points sur 2 ans. Il y a un tassement de la hiérarchie des salaires. On a aussi des persistances dans les difficultés de recrutement et des aides publiques massives qui questionnent le partage de la valeur au sein des entreprises. Et pour nous, il est vraiment important que vous maîtrisiez les données, les indicateurs, les méthodes de calcul, etc. J'ai vu qu'il y avait justement une question sur les méthodes de calcul autour de l'inflation. Donc, je vais y répondre. Je reprends juste la question. Donc, vous avez demandé en fait la difficulté à appréhender la différence entre l'IPC et l'inflation. Alors, l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation et c'est justement la croissance de l'IPC qui va être cette inflation. L'IPC, c'est le niveau des prix. Et quand justement on compare un niveau des prix à l'instant
T à l'instant T plus 1, c'est ça en fait qui va être l'inflation, c'est le niveau d'augmentation. Et il y a deux méthodes de calcul sur l'inflation. Il y a soit on va prendre l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation, donc c'est plutôt un indice qui est utilisé par l'INSEE. Soit il y a l'IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé. C'est l'indice qui est utilisé par la Banque de France, la BCE, qui permet une comparaison européenne. Donc il est construit de la même façon pour tous les pays européens. Donc la Banque de France fait ses prévisions sur l'IPCH et l'INSEE utilise l'IPC. Et dans tous les cas, c'est deux méthodes de calcul différentes qui veulent dire la même chose, qui en fait essaient d'observer l'évolution des prix. Les différences entre l'IPC et l'IPCH sont dans la comptabilisation des dépenses de santé et aussi des dépenses de l'État. Donc voilà, c'est vraiment des petites différences de méthodologie qui font qu'il y a parfois des écarts entre les différentes mesures. On a d'autres questions. Il y avait une question sur les ordres de grandeur en euros, sur les dépenses contraintes des différents déciles. Donc peut-être qu'on peut revenir sur cette slide. Donc comme on le disait tout à l'heure, les ménages les moins riches ont une part de dépenses contraintes beaucoup plus élevée que les ménages les plus riches. Et en fait, c'est en pourcentage du revenu. Donc c'est pour ça qu'on a 75% du revenu pour les premiers déciles et 20% pour le 10e décile. Mais si on regarde en euros, alors là, on n'a pas forcément les données en euros, mais éventuellement, les 20% du 10e décile en euros vont être beaucoup plus importants que les 75% du premier décile, parce que le premier décile, les revenus peuvent tourner autour de 1400 euros. Donc, on est sur des dépenses contraintes autour de 1000 euros. Alors que si on calcule 20% des revenus du 10e décile, là, on est sur beaucoup plus en euros. Donc là, la question, c'était plutôt en part du revenu, qu'est-ce que représentent les dépenses contraintes? Mais en euros, je pense que les dépenses contraintes pèsent plus effectivement dans les ménages les plus riches. Alors, il y a une question sur la clause de sauvegarde. J'ai cru comprendre que ça avait un impact important sur les entreprises. Donc, je ne sais pas si vous parlez de la clause de revoyure, peut-être. Alors, la clause de sauvegarde, je suis pas certain de ce que c'est. J'imagine que c'est des clauses de revoyure assises sur des conditions au sein de l'entreprise qui sont si les résultats s'améliorent ou si tel et tel indicateur financier s'améliore. Dans ces cas-là, on pourra accorder en milieu d'année une deuxième augmentation ou la prime qui a été discutée. Ou au contraire, si les indicateurs ne sont pas atteints, ça remet en cause la distribution de telle ou telle prime ou de telle augmentation. Mais on va se renseigner. Eric, si tu peux regarder peut-être en parallèle, je suis pas très à l'aise pour répondre. Oui, alors et d'ailleurs sur les clauses de revoyure, on a vu pas mal d'accords de NAO qui prévoyaient des clauses de revoyure en fonction de l'inflation. Donc ça peut être aussi pertinent à intégrer là lors de vos négociations salariales. C'est-à-dire qu'on a vu des accords où il y avait écrit si l'inflation dépasse 4% au cours de l'année 2023 ou 2024, alors les parties se réengagent à ouvrir des négociations ou alors les parties prévoient 1% d'augmentation des salaires pour tout le monde. Enfin, ça peut être des clauses de revoyure par rapport à l'inflation et ça peut être vraiment bien de les mettre en place justement dans vos accords. Alors, il y avait une question sur la PPV. Est-ce qu'elle doit être traitée hors NAO ou dans les NAO? Moi, il me semble que ça peut être traité lors des NAO. On voit les deux cas de figure, des primes de partage de la valeur qui sont traitées dans les NAO, certaines qui sont traitées en dehors. Alors là, il n'y a pas de conseil spécifique à donner du côté de CECAFI là-dessus. Si vous souhaitez vous-même intégrer la discussion sur la PPV au sein des NAO, ou accepter que la direction l'intègre, évidemment, c'est une possibilité. Ça peut aussi être traité en dehors. Le principal élément qu'on va rappeler pour la PPV, c'est que c'est un élément évidemment qui est ponctuel. Donc, quand on regardait tout à l'heure l'évolution des salaires en base 100 par rapport à l'inflation, la PPV va seulement donner l'année où elle est versée un petit complément qui permet entre guillemets de réduire la contrainte en termes de pouvoir d'achat. Malheureusement,
par rapport à du vrai salaire, les salaires, on ne revient pas dessus. Quand il y a une augmentation qui est donnée et elle restera. Et chaque année, le complément de salaire sera là et les compléments de salaire vont se cumuler tous les ans. Donc évidemment, on conseille toujours d'axer la négociation au maximum sur le salaire à coût équivalent pour l'entreprise. Bien évidemment, les entreprises, elles, vont tenter de variabiliser le plus possible ces éléments-là en les donnant sous forme de primes, sachant qu'elles pourront de toute façon revenir dessus par la suite. Et je rappelle au passage que la PPV bénéficie d'avantages fiscaux pour les entreprises qui sont très confortables. Et je crois que le dispositif doit être reconduit pour 2024, mais sous des formes un petit peu différentes que précédemment. Il y a une question sur la difficulté d'apprécier ce qui est fait au niveau du secteur d'activité. Donc nous, à Secafi, on peut vous faire des études sectorielles et des benchmarks pour justement regarder ce qui est fait en termes de partage de la valeur, de niveau de salaire, mais ça peut aussi être des benchmarks d'accords d'entreprise. Donc par exemple, quelles sont les dispositions qui ont été signées sur un accord télétravail, sur un accord GPEC dans votre entreprise ou sur un accord NAO. Donc ça vous permet en fait de vous positionner par rapport à votre secteur d'activité. Alors, je voyais, il y a beaucoup de réactions, etc. Mais parmi les questions, on nous dit comment aborder les débats avec un employeur qui argumente que ce n'est pas à son entreprise de compenser l'inflation. Alors là, évidemment, bien sûr que si, l'employeur paye ses salariés, c'est un salaire qui doit leur permettre de vivre décemment et évidemment et encore plus quand on parle, des salaires les plus bas et des premiers déciles, pour coller au graphique qui est encore affiché, sur votre écran. Évidemment, quand la part des dépenses contraintes représente entre 70 et 80 du revenu, compenser l'inflation est primordial pour que vous ayez des salariés qui puissent continuer à vivre décemment. Parce que là, on parle de dépenses qui ont trait au loyer, au chauffage, à l'alimentation et aux déplacements prioritaires, et notamment en zone rurale ou périurbaine, le carburant des véhicules. Donc là, on est simplement sur maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Donc évidemment que c'est à l'employeur de compenser l'inflation dans les périodes de forte inflation, de même que dans les périodes où l'inflation est basse, l'employeur ne va pas se gêner pour baisser les augmentations de salaire et les réduire à des niveaux très faibles que vous avez tous connus avant 2021 pendant une assez longue période. Donc, lire que le pouvoir d'achat est de la responsabilité du gouvernement, alors, le gouvernement a une responsabilité pour maîtriser l'inflation et mettre en place des mécanismes de protection. Mais quand on voit les mécanismes d'aide qui ont été présentés par Alice tout à l'heure auprès des entreprises, évidemment que si on aide les entreprises, c'est pour maintenir l'emploi, c'est pour maintenir leur pérennité et pour maintenir leur rôle d'alimentation des salaires dans l'économie et de maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Donc ça, je pense que c'est un argument qui doit être balayé. Évidemment que c'est à l'entreprise de compenser l'inflation dans les augmentations de salaire. Il y avait une autre question. Lorsqu'il n'y a pas de DS, pas de négociation? Si, bien sûr. Alors, je ne suis pas un expert juridique. Ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver assez facilement et on pourra les rajouter parce qu'il y a aussi pas mal de personnes ici qui demandent si la présentation pourra être envoyée. Elle vous sera envoyée à la fin du webinaire à l'ensemble des inscrits. Et évidemment, quand il n'y a pas parce qu'il y a des entreprises où il n'y a même pas d'organisation syndicale, et dans ces cas-là, c'est une délégation, je crois, du CSE qui va négocier les salaires. Alors, les obligations d'ouvrir les négociations sont peut-être pas tout à fait équivalentes, mais évidemment que la négociation annuelle doit quand même se tenir et qu'elle se tient avec des représentants des salariés. Il peut même y avoir, je crois, dans les négociations, des gens qui sont envoyés par les organisations syndicales, même s'il n'y a pas de section au sein de l'entreprise, pour aider à la négociation. Je vois qu'il y a une question sur la spirale inflationniste qui serait engendrée par une hausse des salaires pour compenser l'inflation. Donc ça a souvent été un argument mis en avant par les employeurs en 2022 et 2023. On ne va pas augmenter de la même manière vos salaires que la hausse de l'inflation parce qu'il pourrait avoir une boucle prix-salaire. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont justement vérifié l'existence ou non de cette boucle prix-salaire en France et en Europe. Elle n'a jamais existé là sur 2022 et sur 2023 alors qu'elle a pu exister dans les années passées. Donc c'est vraiment quelque chose qui voilà, dans les faits,
qui n'existe pas parce que pourquoi? Comme on l'a vu tout à l'heure, les salaires en 2022 et 2023, ils ont essayé de suivre l'inflation, mais ils ont toujours été en dessous. Donc il n'y a pas eu justement cette spirale inflationniste et cette boucle prix-salaire que certaines personnes prennent en étendard pour justement justifier des augmentations de salaire plutôt basses. Je reprends aussi dans le fil. Alors, vous inquiétez pas, hein, vous recevrez, parce que je vois énormément de réactions sur la possibilité de disposer de cette présentation. Donc, elle vous sera envoyée. Il y avait des questions sur qui finance l'étude. Alors, Eric Julienne a répondu un peu plus bas, mais je le rappelle, les 3 informations consultations que j'ai évoquées tout à l'heure, qui vous permettent de disposer de tous les éléments pour préparer vos négociations, et en particulier les NAO, mais pas seulement, elles sont financées par l'employeur. La seule nuance à ça, c'est celle sur les orientations stratégiques qui théoriquement est financée à 100%, à 80% par l'employeur et 20% par le CSE. Mais dans beaucoup d'entreprises, il existe un accord qui précise qu'elle est quand même prise à 100% en charge par l'employeur. Mais en ce qui concerne la situation économique et financière et la politique sociale, ces 2 expertises, vous y avez droit chaque année et elles sont financées à 100% par l'employeur et il n'y a pas de cadre pour déroger à ça. Préciser si la prime de partage de la valeur existe encore pour 2024. Le dispositif est reconduit avec une forme différente. J'imagine que l'avantage fiscal pour les entreprises va se réduire, mais je sais que le mécanisme sera retenu. Je suis pas certain que la forme ait été déjà définie. C'est notamment les grandes entreprises vont plus avoir d'avantage fiscal, mais les petites entreprises vont conserver cet avantage. Après, on pourra peut-être répondre aux questions spécifiques dans un deuxième temps par mail. Vous pouvez nous joindre. Là, il y a eu le mail d'Éric Julienne. Si vous avez des questions, si vous voulez en urgence le support. La vidéo sera en replay aussi. Et évidemment, le support qu'on va vous envoyer est diffusable autour de vous, au sein de vos CSE, au sein de vos organisations syndicales et même à l'extérieur. C'est un support qui peut être diffusé très largement. N'hésitez pas à l'utiliser pour préparer vos NAO. Je pense qu'il y a des contacts qui ont été mis à la fin du document. Donc, pour ceux qui auraient des NAO qui approchent et qui ont des difficultés à apprécier la marge de manœuvre de l'entreprise, sa santé financière, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, pour ceux qui ont des questions très spécifiques, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour nous les poser. On vous les enverra. On vous répondra. Merci. Voilà. Il est 11h57. Merci à tous. Excellente journée. Merci de votre attention et de votre participation. Vous étiez très nombreux. Donc, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.